C'est l'heure de l'actualité du jour. Bonjour, bienvenue à Makobola. De nouveaux affrontements ont éclaté ce matin malgré les cessez-le-feu unilatéral annoncé par le M23 qui accuse l'armée congolaise d'attaque sur ses positions. Les députés Willy Michiki, PCA de VDP confirment le retour de Ouazalendo à Uvira après le retrait du M23. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue. Après cette virgule, les détails. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par l'F-123, de nouveaux affrontements ont été signalés vendredi au site Kivu. Le mouvement accuse l'armée congolaise d'avoir lancé des attaques contre ses positions à Makobola. Vanessa Abanza. Quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par l'Alliance Fleuve Congo M23, de nouveaux affrontements ont été signalés vendredi matin au site Kivu. Le mouvement politico-militaire accuse les forces armées de la RDC, repliées d'Uvira vers Baraka, d'avoir lancé des attaques contre ses positions à Makobola, localité située à environ 45 km au site d'Uvira. Dans un communiqué, la FCM23 affirme avoir décrété les cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité afin de favoriser un retour à la paix. Le mouvement accuse toutefois le gouvernement de Kinshasa de violer cet engagement et de poursuivre des opérations militaires contre ses positions et des zones civiles. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'FCM23, les forces gouvernementales et leurs alliés auraient mené vendredi 19 décembre plusieurs attaques coordonnées, des sankers, des drones kamikazes et des unités des forces navales ont ciblé nos positions et des zones densément peuplées à Makobola en provenance des Baraka, affirme-t-il. Une demi-heure plus tard, des frappes à l'aide de drones et d'artillerie lourde auraient visé la région de Minembwe, sémant la terreur parmi la population civile. L'FCM 23 dit prendre à témoin l'opinion nationale et les partenaires internationaux dénonçant des violations répétées et délibérées du cessez-le-feu et accusant les autorités congolaises de ne pas rechercher une solution pacifique au conflit. Kinshasa n'a pas encore réagi à ces allégations. Ces nouveaux développements surviennent alors que, sous médiation américaine, les combattants de l'FCM 23 ont entamé les retraits de la ville d'Uvira. Le mouvement affirme que ses troupes se repositionnent en attendant le déploiement d'une force neutre comme il exige et précise que ces retraits devraient s'achever d'ici samedi. Le gouvernement congolais, pour sa part, qualifie ces retraits de manœuvres de diversion. Il exige un retrait total et sans condition de l'FCM 23, non seulement d'Uvira, mais aussi de Goma, de Bukavu et de l'ensemble des territoires occupés dans l'est du pays. Restons toujours dans cette partie du site Kivu. Les députés Willy Michiki, PCA des VDP annoncent que les Ouazalendo sont déjà présents à Uvira. Il affirme que la ville a connu un retrait de la FCM 23. Jospin Hangui s'est penché sur cette question. Ici les détails. Je peux vous rassurer que les Ouazalendo sont déjà présents dans la ville d'Uvira. Nous attendons l'arrivée des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que de l'administration civile. Je peux vous rassurer que ces gens ont quitté la ville d'Uvira, a déclaré le député Willy Michiki sur Télé 50. Ces nouvelles déclarations interviennent alors que l'Alliance Fleuve Congo M23 avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral et le retrait de ses forces d'Uvira sous médiation américaine dans le cadre du processus de Doha. Malgré cet engagement, des nouveaux affrontements ont été signalés vendredi à Makobola, à 45 km d'Uvira, le M23 accusant l'armée congolaise et les Ouazalendo d'attaque contre ses positions. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya, a qualifié le retrait du M23 de simple diversion. La présence de Ouazalendo dans la ville d'Uvira et la reprise des combats dans la région font craindre une nouvelle escalade du conflit dans une ville actuellement dépourvue des forces de l'ordre et des dispositifs sécuritaires.
Cette situation fragile survient dans un contexte où la médiation internationale tente de stabiliser l'est du pays alors que la population civile reste exposée au risque d'affrontement et au déplacement forcé. Le 14 décembre dernier, Willy Michiki a annoncé que les Wazalendo reprendront Uvira dans 3 semaines. Il avait même menacé le Rwanda, affirmant que les Wazalendo ramèneront la guerre dans ce pays, ce qui alimente les tensions diplomatiques dans la région. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, qualifie des diversions le retrait du M23 Uvira. Il demande les départs du groupe également du Goma, Bukavu et d'autres villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya. Lobby Nasolo là qui n'a ministre délégué, Crispin Badou, au hasard chargé congolais de la diaspora. Totindi déjà délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut vérifier la Tanzanie pour na rota la situation compatriote kuna pour voir dans quelle Bakimi Bitumba comment nous on va apporter des soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na territoire nyonso. Et donc oyo tozomona effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko les gens sont enthousiastes babimi mais kobima il faut être capable de vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni aux aïna. Mais parce que d'abord on a bisio que na sololi na gouverneur aza sur place et je pense que bisonio sotoza na ba source et abato baza sur place qui nous renseigne. Nous toi ko sabinoté en termes d'information on a des informations quotidiennes à niveau Uvira. Mais au monindeko ceux qui bolobi sur place ceux qui non, gouverneur à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec bateau Bazalikuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazalanini Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunio son tous à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissot, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons Nengen Lobby, le retrait pas seulement d'Uvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo. Vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit. Vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi. Vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais. Ça, c'était un jour historique. Et Moutouako Sabinoté, aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a visité l'université de Bunia lors de sa mission officielle en Ituri. Il a inspecté les campus de Tchéré en phase de finition devant les étudiants et les autorités académiques. Il a appelé à investir dans la formation technique et professionnelle des jeunes. Il a ensuite poursuivi l'inspection d'autres infrastructures stratégiques de la province. Reportage de Rachid Koudra, notre correspondant depuis Bunia. Arrivé ce jeudi à Bunia, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a donné le ton de sa mission officielle à Ituri. Première étape, l'aéroport de Bunia avait une série de visites d'ouvrages stratégiques inscrits à son agenda. C'est le campus de Tchéré de l'université de Bunia, encore en phase de finition. Le ministre s'est longuement entretenu avec les responsables académiques devant quelques étudiants et autorités universitaires. Il a insisté sur l'urgence d'investir dans la formation des jeunes, plaidant pour la formation des filières techniques et professionnelles. Selon lui, le développement du pays passera nécessairement par les compétences locales portées par les enfants du pays eux-mêmes. Donc il faut faire un plaidoyer. Et je suis très sérieux de ce que je suis en train de dire. Il faut privilégier les filières techniques. Exactement. Hein? Exactement. Filières techniques. Et ça c'est une chose. Deuxièmement, il faut pousser par le caucus
à avoir un centre de formation professionnelle moderne. Le ministre a également encouragé les élus et cadres de l'Ituri à soutenir la mise en place des centres de formation professionnelle modernes, estimant que les infrastructures existantes offrent déjà une base solide pour concrétiser cette ambition. Une vision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher l'enseignement supérieur des besoins réels du marché du travail. Cette visite s'inscrit dans une mission officielle de 2 jours en Ituri. Après l'aéroport de Bunia, le ministre prévoit d'inspecter plusieurs infrastructures clés, notamment la voirie urbaine, la RN27 au péage de Miala et de Tchaï, les ponts Kirikou et Tonglé, les boulevards Roro ainsi que certaines installations industrielles. La mission se poursuivra ce vendredi par des audiences avec les députés nationaux de l'Ituri, la Fédération des entreprises du Congo, FEC et les services techniques avant une sortie médiatique de clôture. Rendons-nous à Lubumbashi. Une deuxième vague de 147 jeunes délinquants a quitté Lubumbashi pour le centre de Kanyamam KCC. La police les avait arrêtés dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine. Le service national les formera à des activités civiques et paramilitaires pour faciliter leur insertion. La deuxième vague des délinquants de Lubumbashi a embarqué ce mercredi 17 décembre 2025 de l'aéroport militaire de la Loano, destination Kanyama-KCC via la ville de Mbujimayi. Au milieu de ces koulouna, l'on retrouve encore des volontaires. Je m'appelle Vincent. J'ai laissé mes enfants en bonne forme. Tous sont à l'école. Ils sont avec mon épouse. Je souhaite qu'on les garde bien. Que ma mère aussi les garde bien. Je vous dis à très bientôt. Je pars au travail avec le service national à Kanyama-KCC. Merci beaucoup. Certains arrêtés de manière arbitraire par la police nationale ont été libérés. C'est le cas de ce monsieur. Solo va rejoindre le premier parti de Lubumbashi le lundi dernier. Au centre d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, ils y entameront leur processus de transformation. Depuis 2022, plus de 10 000 jeunes désœuvrés ont bénéficié de ce processus. Ils sont devenus bâtisseurs. Parmi eux, certains sont dans la fabrication des bancs pupitres. Les bancs qui sont distribués gratuitement par le service national aux écoles et universités, notamment celles de Lubumbashi, l'autoconformement aux instructions du premier bâtisseur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la ville-province de Kinshasa, le comité provincial de sécurité de Kinshasa s'est réuni jeudi, élargi aux comités locaux de sécurité des communes. La réunion présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques-Men Chabani-Louko, a analysé les causes de l'insécurité dans la capitale. Les participants ont identifié des solutions pour renforcer la sécurité durant les fêtes de fin d'année. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, a présidé ce jeudi 18 décembre 2025 au Palais du Peuple une réunion stratégique du comité provincial des sécurités élargie aux comités locaux de l'ensemble des communes de la capitale. Autour de la table, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres, les chefs des quartiers et des rues, ainsi que les hauts responsables de l'armée, de la police nationale congolaise, des services de renseignement et de la migration. Un format élargi à la hauteur des enjeux sécuritaires de la période des festivités de fin d'année. À en croire le patron de la sécurité intérieure, cette rencontre tenue sur recommandation du gouvernement visait à passer au crible la situation sécuritaire et à arrêter des mesures concrètes pour garantir la protection du territoire national ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les festivités des fins d'année. Les Kinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Le même exercice va se dérouler dans les différentes provinces sous la direction des gouverneurs de province. Les instructions vont être données ou sont données aux services de sécurité. Ce sont des instructions internes qui découlent principalement des analyses et des constats qui ont été faits au cours de cette réunion. Des instructions enrichissantes parce qu'il y a eu déjà des instructions qui avaient été données. Et à cela aussi, il faut ajouter le fait que le pays traverse une période de crise sécuritaire intense. Donc il est important aussi pour tous les membres des comités de sécurité d'être en état de vigilance, au-delà du fait que nous allons traverser les périodes de festivités qui sont des périodes aussi en termes de criminalité, de banditisme, où les courbes sont souvent en évolution.
Au cœur des échanges, l'implication des autorités de proximité, le bourgmestre et chefs de quartier ont été exhortés à redoubler de vigilance, à relever le niveau d'alerte et à intensifier la sensibilisation des populations à la prise en charge de leur propre sécurité. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre a martelé sur la tenue régulière des comités locaux de sécurité. Cette instruction de l'autorité traduit la volonté du gouvernement de faire de la sécurité une responsabilité partagée à l'heure où le pays s'apprête à vivre au rythme des célébrations des fins d'année. Également conviée à cette réunion, la presse a été d'une importance capitale pour vulgariser les éléments clés de cette rencontre. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale auditionne plusieurs membres du gouvernement. Jeudi, le ministre de Mines et le ministre de Finances ont répondu aux questions de députés nationaux. Série d'auditions ce jeudi 18 décembre 2025 par la commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale que chapeautent les députés nationaux Ribens Mikindo. En effet, 2 membres du gouvernement, Judith Soumino Tuluka, ont été conviés à répondre sur des questions spécifiques liées à leur secteur soulevées par les honorables députés nationaux lors de la plénière. Le premier à être auditionné dans la journée, c'est le ministre de Mines sur la question relative à la sécurité des sites miniers à travers le pays. Car l'insécurité est due généralement par l'exploitation illégale de minerais. Face aux questions pertinentes soulevées par les élus du peuple, Louis Ouatoum Kabamba a sollicité un report de 48 heures afin de bien préparer les éléments des réponses. Face au regain de violence qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu, où de massacres sont perpétrés par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de l'AFC 123, les députés nationaux ont voulu s'assurer sur la régularité de paiement de la prime spéciale de militaires. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le ministre de Finances, Doudou Fouambali Koundé, pour l'auditionner. À en croire le premier vice-président de la dite commission, l'honorable Karl Nzanzu, le ministre a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de cette audition qui s'est déroulée à huis clos. Et les conclusions de ce rapport sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Les députés nationaux membres de la Commission en défense et sécurité n'ont pas de repos pendant cette période de vacances parlementaires. Ils comptent poursuivre avec d'autres auditions ce samedi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboua a signé la mise à la retraite de 2000 agents des carrières des services publics de l'État. La mesure touche tous les niveaux de l'administration, des cadres supérieurs aux agents d'exécution. Le remplacement vont respecter des critères stricts de compétences et surtout d'ancienneté. Mesdames et messieurs, chers agents de carrière des services publics de l'État. Ainsi que vous le savez, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre gouvernement est résolument engagé dans la fluidification du processus de mise à la retraite, remise en selle après des longues décennies de congestion ayant entraîné le maintien anormal de nombreux agents octogénaires, nonagénaires, voire centenaires en activité de service. Sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances, mon ministère assure cette noble mission suivant une approche progressive au prorata des moyens disponibles. L'objectif reste double. Rétablir au profit de chaque agent le droit de pouvoir jouir dignement de sa retraite, de son éligibilité, d'une part, et d'autre part, faire de la retraite non pas une condamnation à mort, comme jadis, mais plutôt un moment de repos mérité après des bons et loyaux services rendus à la nation.
À la suite de cette dynamique matérialisée par les 3 premières vagues, j'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Pour cette vague, autant que pour les vagues précédentes, dans un souci d'équité et d'équilibre de gestion, nous avons veillé à la représentativité de toutes les catégories d'emploi, de toutes les administrations et de toutes les provinces. Parmi ces agents mis à la retraite, on compte 58 secrétaires généraux, inspecteurs généraux et médecins généraux, 232 directeurs, 285 chefs de division, 106 chefs de bureau, 716 agents de collaboration, attachés d'administration et agents d'administration de première classe, 603 agents d'exécution du grade d'agent d'administration de deuxième classe à celui d'huissier. Ici est de noter que ces actions de mise à la retraite sont exécutées en corrélation avec celles du rajeunissement compétitif et qualitatif des ressources humaines, ainsi que de promotion en grade, tel que voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ce faire, et ce n'est pas un secret, les critères d'âge a été prépondérant dans le choix des agents à mettre à la retraite. Après ces moments, va commencer alors une phase d'exécution progressive d'actes et d'opérations matérielles en faveur des agents concernés. Cette phase comprend substantiellement la notification des actes et les paiements des indemnités de fin de carrière déjà disponibles et qui sont déjà en cours d'exécution. Les dispositions idoines sont prises pour que tout ceci soit finalisé au plus tard le 31 décembre 2025. Les notifications vous seront parvenues par l'entremise des responsables de vos services respectifs et les indemnités de fin de carrière payées comme à l'accoutumée à travers les comptes bancaires par lesquels chaque agent concerné perçoit son salaire de base. Je tiens à rappeler l'interdiction formelle de remplacement des agents mis à la retraite et du blocage instantané de leur rémunération, ainsi que d'autres avantages y afférents dès la publication des actes les concernant, et ce, avant leur notification préalable par l'autorité compétente, à l'occurrence ici le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Par ailleurs, lorsque ce préalable sera accompli, vous veillerez dans le remplacement à observer scrupuleusement ce qui suit. D'abord, l'agent le plus ancien dans les services, revêtu du grade statutaire correspondant à l'emploi devenu vacant à la suite d'un processus de retraite, a priorité pour être désigné au poste, sous réserve de remplir également les exigences de profil, qualifications et aptitudes déterminées dans les référentiels des emplois et des compétences. Deuxièmement, à défaut d'un agent revêtu du grade statutaire, doit être désigné l'agent le plus compétent et le plus ancien, revêtu du grade immédiatement inférieur à celui correspondant au poste vacant. Troisièmement, l'agent mis à la retraite n'a pas compétence pour désigner un autre agent afin qu'il assure son intérim. En attendant la désignation de l'agent attitré pour combler la vacance par l'autorité sectorielle compétente, le secrétaire général, l'inspecteur général, chef de
service ou le directeur général peut organiser un dispositif transitoire, en chargeant de façon temporaire, selon le cas, l'agent revêtu du grade correspondant à l'emploi visé ou celui revêtu du grade immédiatement inférieur dans le service de l'expédition des affaires courantes. Dans tous les cas, l'affectation d'une personne sans numéro matricule n'ayant pas la qualité d'agent des carrières des services publics de l'État pour combler les emplois devenus vacants à la suite de la mise à la retraite est proscrite et punie des révocations conformément à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tel que modifié par la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025, ainsi que ses règlements d'administration. Je voudrais insister sur le fait que tous les responsables de services publics sont donc instruits de prendre les dispositions appropriées pour assurer le strict respect de cette directive et de tant d'autres similaires, maintes fois rappelées dans mes notes de service, dans l'optique de garantir une sortie honorable à tous ces agents et fonctionnaires qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation. Mesdames et messieurs, suivant les caps fixés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous nous sommes mis dans la logique de construire une fonction publique moderne, où l'entrée en service se fait sur base du mérite, où la carrière est gérée avec rigueur et transparence, et où la retraite est planifiée, respectueuse des normes établies et de la dignité humaine. C'est dans cette occurrence que dès janvier 2026, conformément au plan décennal adopté par le gouvernement, nous attendons poursuivre l'objectif d'intensifier la mise à la retraite avec le départ d'au moins 30 000 agents par an, grâce aussi bien aux efforts budgétaires qu'aux mécanismes de financement innovants, bancaires ou non bancaires. La finalité est de revenir progressivement à une situation normale qui consiste à mettre à la retraite tout agent dès le lendemain du jour où il remplit les conditions légales de départ, à savoir être âgé de 65 ans ou avoir accompli 35 ans de carrière. Et aussi d'assurer, bien sûr, un rajeunissement progressif, qualitatif et compétitif de nos administrations publiques. Telle est notre ambition. Et pour la réaliser, nous n'avons jamais été aussi prêts et déterminés. Que vive l'administration publique congolaise, que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit. Et je vous remercie. Pour ce vendredi 19 décembre 2025, c'est tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post, la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Portez-vous bien.